Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal sur BB24. Voici le sommaire. Le Bénin enregistre chaque année plusieurs cas d'albinos atteints du cancer de la peau. Pour prévenir le mal en milieu tropical, il est déconseillé à ces personnes à la peau blanche de s'exposer aux rayons solaires. Dans quelques instants, les détails. Beaucoup d'initiatives sont prises pour la promotion d'un cadre de vie sain. Pourtant, bon nombre de Béninois continuent de vivre dans des logements pas toujours décents. Nous irons à la découverte de quelques types d'habitations au Bénin. Un verre de jus de fruits naturel pour se désaltérer ou en fin de repas est conseillé. Mais attention, la qualité parfois douteuse de ces jus peut avoir des conséquences sur la santé. Nous en parlerons également dans ce journal. Les cancers cutanés constituent les formes de cancer les plus fréquentes que développent les albinos en Afrique. Pour prévenir le mal en milieu tropical, il est déconseillé à ces personnes à la peau blanche de s'exposer aux rayons solaires. Pourtant, on enregistre chaque année au Bénin, comme ailleurs, des cas d'albinos atteints du cancer de la peau. Que faire pour lutter efficacement contre le mal? Élément de réponse dans ce reportage signé Stanislas Lenkbo. Cette dame souffre du cancer de la peau depuis environ 2 ans. Aujourd'hui, sa maladie a atteint un degré supérieur. Et pour s'en sortir, il lui faut un traitement adéquat qui nécessite un lourd investissement. Incapable de supporter les charges financières, elle rompt le silence. Le mal a commencé par de petits boutons qui grossissent et qui deviennent des plaies. Tout mon corps dégage une mauvaise odeur. Récemment, j'ai été à l'hôpital. Le dermatologue m'a prescrit une ordonnance, mais je n'ai pas les moyens pour faire face aux analyses demandées. S'il vous plaît, sauvez-moi. J'ai besoin de votre aide pour vivre auprès de mes 2 enfants. À ce stade de la maladie, il est difficile de trouver des traitements disponibles sur place, affirme ce dermatologue. Selon lui, la prise en charge du cancer de la peau chez les albinos à l'étape primaire est l'une des meilleures solutions. Quand la personne vivant avec l'albinisme a une lésion cutanée et que cette lésion cutanée s'est déjà cancérisée, métastasée, en général, le dermatologue ne peut plus rien. Et même au niveau des chirurgies, si la chirurgie n'a pas lieu très rapidement, en général, les métastases viennent à bout donc, du décès de ces patients. Le pronostic est grave. Pour l'heure, pas de solution à apporter au mal que constitue l'albinisme. Sa guérison requiert une intervention chirurgicale particulière. On ne guérit pas de l'albinisme parce que c'est une maladie génétique. Et si on doit le guérir, il faut aller faire des thérapies géniques. C'est-à-dire qu'on va faire des thérapeutiques sur les gènes. Or ça, nous n'avons pas encore les moyens de le faire. Et donc, il faut rester dans ce qui donne plus de résultats. C'est-à-dire suivre l'albinos tout au long de sa vie. Et dès qu'il y a quelque chose, on attaque directement. Comme ça, nous sommes sûrs d'annihiler tous les processus qui vont vers la cancérisation. Et nous sommes sûrs également de partager avec les albinos les meilleures règles de protection solaire, de partager avec eux les écrans solaires pour éviter la cancérisation. C'est seulement dans ce volet-là que nous pouvons avoir donc des résultats. Avoir des résultats efficaces et fiables, c'est possible au Bénin, mais à une seule condition, prévient le dermatologue. Il s'agit en effet de l'exonération des frais de consultation régulière des albinos et même leur prise en charge sanitaire dans le secteur privé comme public, qui jusque-là tardent véritablement à prendre. Nombreux sont les Béninois qui ne vivent pas dans des cadres de vie adéquats pour une raison ou une autre. Comment se présentent les habitations de certains Béninois et que peuvent-ils espérer de leurs gouvernants? Des précisions avec Masbil, Akodien Lossi et Louis Koudogbo.
L'habitat au Bénin, un sujet préoccupant. Des cadres de vie insalubres, des bâtiments qui tiennent à peine ou presque aux normes architecturales. Certains quartiers de Cotonou comme Ladji, Djidje, Sainte-Cécile, Vossa ou Agla s'illustrent particulièrement dans ce décor. Ce sont des quartiers de la honte en matière de gestion des ordures. On peut être pauvre, mais être propre et digne. Il y a un arrêté de 1992 qui définit clairement les zones impropres à l'habitation. Et pourtant, les Béninois se sont entêtés et se sont installés sur les nids d'eau. Si on parle d'inondation à Cotonou, c'est à cause de ceux-là. Parce qu'ils sont allés s'installer sur les exutoires naturels, par où l'eau doit passer pour que Cotonou soit assaini. Pas du tout reluisante la situation. Mais faute de moyens, ces habitants subissent et redoutent même les conséquences du choix de leur milieu de vie. Les logis sont inondés et ceux qui y habitent fuient déjà. Le bas-fond est bien rempli et ils ne peuvent plus y rester. Là où j'habite, à Sainte-Cécile, n'était pas inondé. C'est bien après que je l'ai constaté. Si on avait un peu de moyens, on ne choisirait pas résider là. Que le gouverneur pense à nous. Améliorer le cadre de vie de ces populations devient une nécessité. L'autorité en est consciente et promet des mesures hardies. Nous vivons dans un monde de globalisation où vous ne pouvez pas chasser les gens comme vous le voulez, mais il y a des réformes qui sont en cours, qui vont dans leur propre intérêt, dans les intérêts de ces populations-là, pour pouvoir améliorer leur cadre de vie. Promouvoir une habitation décente avec un cadre de vie sain, c'est la solution que propose l'État aux citoyens. Ces logements sont destinés à la couche moyenne, aux Béninois à revenus moyens, même des particuliers, des agriculteurs, des commerçants, qui ont des comptes en banque pour aller en location à cession, sans payer ni avance ni caution. Donc vous êtes locataire, vous payez vos mensualités pendant 17 ans et vous devenez propriétaire. Et mieux encore, c'est des logements qui ne sont pas jetés pêle-mêle un peu partout, inaccessibles, sans le confort. Il y aura l'eau, il y aura l'électricité, il y a les voies pour y accéder. Les voies primaires et secondaires sont bitumées, les voies tertiaires sont pavées. Un ensemble de réformes qui vont aider les Béninois à bien se loger, mais aussi à faciliter le bail à usage d'habitation. Le jus de fruits accompagne très souvent les repas pour faciliter la digestion. Dans la plupart des cas, certains consommateurs ignorent que sa qualité peut être douteuse. Un jus de fruits mal préparé constitue un danger pour l'organisme. Il faut alors savoir faire la différence et pouvoir identifier le jus de fruits sain. Edgar Desguinon est agronome. Il nous en parle au micro de Samson Thiomont et Lazare Miga. Sur de la qualité des jus de fruits que nous consommons, il y a plusieurs paramètres que l'on prend en considération et ce n'est pas évident pour un consommateur de pouvoir les identifier facilement. Je peux déjà dire au commun donc des consommateurs pour dire qu'il faut pouvoir faire la différence entre les nectars de fruits et les jus de fruits. Quand on parle de jus de fruits, c'est des produits qui sont extraits directement de fruits, tels que l'ananas par exemple, ou bien l'orange, ou bien le citron. On peut extraire directement le jus. Mais les nectars, les industriels généralement dans la grande distribution partent donc de la purée de fruits ou bien de la pulpe auquel ils ajoutent de l'eau suffisamment, du sucre, des arômes pour pouvoir augmenter largement donc leur marge bénéficiaire. Donc il faut pouvoir faire cette distinction-là et surtout ceux qui demandent à acheter des jus beaucoup moins chers sur le marché, ce n'est pas des jus qu'ils consomment, mais c'est plutôt des nectars qui sont rallongés qu'ils consomment. Dans les procédés donc, de conservation, au-delà donc de la transformation, il faut prendre des dispositions pour quand même que le jus soit conservé pour une durée plus ou moins longue. Et il y a ce que nous appelons les additifs alimentaires. Dans la catégorie des additifs, il y a plus d'une centaine d'additifs alimentaires qui sont utilisés dans le monde entier. Et pendant les centaines-là, il y a à peine une quinzaine qui sont réputés ou bien qui sont reconnus non nocifs pour la santé. Mais en absence donc de contrôle sur le marché, les gens utilisent un peu de tout. Il y a même des additifs qui sont cancérogènes pour l'organisme que les gens utilisent quand même. Et il faut faire attention à tout cela pour que dans ce que nous consommons, on n'introduit pas
certaines qui sont très nocives pour notre santé. Mais entre autres choses, il faut faire analyser donc ces produits au laboratoire central, passer également par la BSSA au niveau du Bénin, qui est l'agence qui est accréditée en la matière. Et c'est au vu des analyses que vous faites sur vos produits et qu'on peut vous délivrer un certificat pour dire que vos produits sont conformes pour pouvoir être introduits dans la consommation. Ça veut dire que ces produits-là, on vérifie donc l'innocuité pour dire que ces produits ne peuvent pas nuire à la santé. Une nouvelle brève avant de refermer cette édition. La Côte d'Ivoire sollicite l'appui de la Banque mondiale pour juguler la culture illégale du cacao. C'est dans le cadre de la stratégie de lutte contre la culture illégale du cacao dans les zones protégées. Pour le pays, l'élimination du phénomène est une question d'importance dans un contexte où il ambitionne de faire reculer la déforestation et de limiter sa production à 2 millions de tonnes pour soutenir les prix de la matière première. Pour rappel, le gouvernement ivoirien avait déjà mené en 2013 et 2016 2 campagnes d'expulsion de dizaines de milliers de producteurs et de leurs familles. Journal, merci à vous tous pour votre attention.